Est-ce que tu te souviens de ça? Moi, ce son, il est gravé à tout jamais dans ma mémoire. J'ai dû l'entendre plus de 150 000 fois, et la plupart du temps, il m'a fait péter un câble. Mais malgré tout, quoi qu'il arrive, encore aujourd'hui, quand j'entends ça, je peux pas m'empêcher de sourire. Mais avant d'en arriver là, il faut remonter un tout petit peu plus loin. Tout se passe un soir d'hiver, il y a... longtemps, dans un Micromania. Sur le comptoir, une boîte de jeux. Et autour, ma mère, un vendeur et moi, gamin, à deux doigts de voir toute mon existence s'effondrer à cause d'une simple question. Est-ce qu'il a vraiment l'âge pour ça? À l'époque, le système de PEGI n'existe pas encore. Mais je m'en souviens très bien, c'était écrit en gros sur la boîte. Le jeu était déconseillé aux moins de 16 ans. Alors le vendeur regarde la boîte, il regarde ma mère, et il me regarde moi. Et donc il pose cette question, très sérieusement, comme s'il venait de démanteler un trafic international de boîtes de PlayStation. Et pendant ce temps-là, je suis en panique. Je calcule mentalement tous les scénarios, toutes les vies possibles dans lesquelles je rentre à la maison, ce soir, sans ce jeu. Et dans tous ces scénarios, je suis abattu. Et ma mère, c'est une mère des années 90. Ce qui veut dire qu'elle n'y connaissait pas grand-chose aux jeux vidéo. Et moi, évidemment, j'avais tout misé là-dessus. Je lui avais dit que le jeu n'était pas violent du tout et qu'il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et ça avait marché. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais dans tous les cas, elle avait dit OK. Et donc, moi, j'étais refait. Mais à ce moment précis, le vendeur pouvait encore tout niquer, cet enfoiré. Et donc, ma mère me regarde, et moi, je regarde le vendeur, mais lui aussi me regarde. Et je suis rentré à la maison avec le jeu. Ouais. C'est pas ouf, en fait, comme histoire. Je m'en rends compte là en vous la racontant. Mais le jeu, lui, il était ouf. Parce qu'il s'agit évidemment de Metal Gear Solid. Et ouais, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Avec le recul, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui m'ont marqué, qui viennent de cette période-là. Ocarina of Time en fait évidemment partie, et Metal Gear Solid aussi. La différence entre les deux, c'est que Zelda parlait un langage qui me semblait déjà familier. Une aventure, un monde fantastique avec un héros et son épée, c'est un peu la grammaire des histoires qu'on te raconte depuis que t'es tout petit. Et donc ça me faisait déjà rêver. Metal Gear Solid, lui, parlait une langue complètement différente. Une boîte plus sombre, un type en combinaison, une base militaire, des noms de code, une ambiance d'espionnage que je comprenais pas vraiment, mais qui me donnait l'impression d'avoir accès à quelque chose de beaucoup trop sérieux pour moi. Un truc presque interdit. Ce qui évidemment, quand t'es enfant, te donne encore plus envie d'y jouer. Mais Metal Gear Solid allait surtout me montrer quelque chose de nouveau. Il allait me montrer qu'un jeu pouvait littéralement entrer dans ma tête. Ouais, je sais. Encore 98. Mais est-ce que c'est de ma faute si tous les bangers ont décidé de sortir cette année-là? Déjà, on a eu Zizou. Voilà. Mais en plus de ça, pendant ce temps-là, dans le jeu vidéo, il se passe des trucs de fou. Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Half-Life, Resident Evil 2, StarCraft, et j'en passe. Tu regardes cette liste aujourd'hui, et t'as presque l'impression que quelqu'un a voulu compresser 12 ans d'histoire du jeu vidéo dans 12 mois. C'est presque absurde en fait. Même si nous en France, on avait un peu toujours tendance à être les derniers à recevoir les jeux. Et par conséquent, Metal Gear Solid ne sortira chez nous qu'en 1999. Mais ce qui est fascinant, c'est que tous ces jeux ne marquent pas l'histoire du jeu vidéo de la même manière. Ocarina of Time donne une forme d'aventure à l'histoire en 3D. Half-Life, lui, réinvente complètement le FPS. Et StarCraft devient carrément un langage compétitif à lui tout seul. Resident Evil 2 prouve que... Bon, j'avoue, lui je l'ai mis là parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est un très bon jeu. Et Metal Gear Solid arrive au milieu de tout ça, avec une idée encore différente. Il ne nous apprend pas seulement qu'un jeu peut être cinématographique. Ça on le dit souvent, et c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Parce que MGS ne ressemble pas seulement à un film. Il utilise aussi le jeu vidéo pour faire ce qu'un film ne peut pas faire. Et c'est là qu'il devient culte. Parce qu'il nous fait comprendre qu'un jeu peut aussi mentir, manipuler, surprendre, et même casser ses propres règles. Et encore plus que ça, ce qui est probablement le plus important, il nous montre qu'un jeu peut nous faire regarder au-delà de l'écran. Tous ces jeux, ils n'ont presque rien à voir. Et pourtant, ils m'ont tous appris la même chose. Que le jeu vidéo était beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Quand j'ai lancé MGS pour la première fois, je m'attendais à quelque chose de cool. Mais en réalité,
J'ai eu 10 fois plus que ça. Le jeu t'embarque dès le début. Snake plonge dans l'eau glacée, il infiltre une base militaire en pleine nuit. Tu progresses dans l'ombre pendant que les projecteurs balayent la surface, le tout dans une ambiance froide, métallique, silencieuse, et ce jusqu'à ce que tu arrives dans ce fameux ascenseur. Et là, tu retires doucement ta combinaison de plongée. Non, je suis pas en train de raconter le début d'une scène de... Enfin bref. Dit comme ça, c'est presque ridicule. Le gars enlève ses habits, super. On n'est pas vraiment dans ce qu'on pourrait décrire comme le début d'une scène incroyable qui va marquer le jeu vidéo à tout jamais. Et pourtant, c'est exactement ça. Et ce pour plein de raisons. La caméra, le silence, la manière dont la scène prend son temps, tout ça ensemble participe à te donner l'impression que tu n'es pas juste en train de vivre une action. Tu es en train d'assister à une entrée en scène. Snake, à ce moment-là, fait tout simplement son entrée dans l'histoire du jeu vidéo. Et il en est toujours pas sorti. Bon, ça a vieilli. La 3D est rude, les visages ressemblent à des origamis traumatisés, et certaines des animations ont la souplesse d'un meuble en kit. Mais c'est pas grave, parce que ce qui comptait à l'époque, c'était pas la fidélité du rendu, c'était l'intention. Et attention, quand je dis à l'époque, je suis pas en train de dire qu'avant on s'émerveillait devant tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on n'aurait encore rien vu. C'est même plutôt le contraire. Ce que je veux dire, c'est que ça avait une vraie valeur à ce moment-là. Parce qu'une prouesse, c'est pas seulement quelque chose qui impressionne techniquement. C'est aussi quelque chose qui ouvre une porte, qui montre une possibilité. Et là, en faisant ça, MGS te disait dès les premières minutes, tu vas jouer à un jeu, oui, c'est un jeu vidéo, mais ce sera pas que ça. Tu vas le faire à travers une caméra, des plans, des cadrages, comme un réalisateur l'aurait fait pour un film. Et ça, pour moi, c'était révolutionnaire. Et pas que pour moi d'ailleurs. Parce que cette idée, elle va ensuite se démocratiser dans plein de jeux. Jusqu'à un point où je dirais même que c'est devenu beaucoup trop présent. Personnellement, ça a fini par m'épuiser. J'ai rien contre le fait de vouloir en mettre plein les yeux aux joueurs. Mais j'ai quand même tendance à penser que quand c'est trop présent, ça finit par empiéter sur le gameplay. Mais à l'époque, on était bien loin de ce genre de considération. Et moi, j'en croyais pas mes yeux, j'avais l'impression d'être dans un film d'action. Un truc qui me donnait l'impression d'être beaucoup trop sérieux pour moi. Des documents secrets, une base nucléaire, des terroristes, des complots dans les complots, des conversations par codec qui duraient beaucoup trop longtemps, mais que j'écoutais quand même parce qu'elles me donnaient l'impression d'avoir accès aux plus grands secrets du monde. Aujourd'hui, bien sûr, je vois mieux les excès et les faiblesses. Les tunnels de dialogue, les révélations qui partent dans tous les sens, le côté parfois très premier degré et très bof aussi du jeu. Un concepteur en technologie militaire de renommée mondiale a le droit d'être aussi mignonne? Vous êtes gentil? Non, sérieusement. Au moins, je ne vais pas m'ennuyer pendant les prochaines 18 heures. Pas aidé par la VF, mais on y reviendra plus tard. Mais sur le moment, ça marchait. Parce que le jeu avait un ton, une tension, une manière de te faire croire que tout ce qui se passait était important. Et surtout, il ne se contentait pas de ressembler à du cinéma, parce qu'il te faisait jouer entre les scènes. Et c'est exactement à ce moment-là que Metal Gear Solid s'envole. Parce qu'une fois la mise en scène installée, le jeu ne restait jamais au même endroit. Le jeu commence par une petite scène d'infiltration. Un garde, un cône de vision. Tu rampes un peu par ici, tu te caches derrière un mur par là, et tu connais ton premier moment de panique quand tu entends pour la première fois ce fameux... Ah, la première fois, ça fait quelque chose. Même quand j'y ai rejoué là, j'avais un peu oublié cette histoire. Et donc tu remontes sur ta chaise pour continuer ton aventure, et là tu tombes sur un mec enfermé dans une cellule. Il t'explique des trucs que tu comprends pas trop, puis il meurt comme ça, devant toi, sans que tu saches vraiment pourquoi. Il y a des gens qui t'appellent sur ton codec, à tout moment, des gens que tu connais, certains que tu connais pas. Appelle-moi Deep Throat. Deep Throat. Et donc tu reprends ta route bien camouflée sous ton carton. Il faut le dire, c'est quand même une idée de génie ce carton. Je dirais même que c'est un peu comme les blagues dans mes vidéos. Il a peut-être rien à faire là, mais ça serait pas pareil sans lui. Et là, comme tu sais plus trop où aller, tu poses du C4 sur les murs pour retrouver ton chemin. Normal. Fallait juste y penser. Et en plus, il s'avérera que c'était une très bonne idée, parce que c'est exactement comme ça que tu retrouves le mec que tu cherchais. Mais il est ligoté. Et il est pas tout seul. Il est accompagné d'un cow-boy russe. Ouais. Et ce cow-boy, il est pas là pour rigoler. S'ensuit un combat épique, c'est compliqué, tu sais pas si tu vas t'en sortir, et là, contre toute attente, un ninja. Enfin, un ninja cyborg. Qui arrive et qui lui coupe la main. Non, pas ta main. La main du cow-boy russe. Ah ouais, mais faut suivre. Tu ne sais pas pourquoi il fait ça. Tu ne sais pas qui il est. Mais lui, apparemment, il te connaît. Donc là, tu libères ce pauvre homme attaché, tu lui parles, et lui aussi, il meurt. Comme ça, là, devant toi, et tu ne sais toujours pas pourquoi. Mais ça commence à être fatigant quand même.
Et ça fait beaucoup d'émotions tout ça. Et donc on se dit, on sait que c'est pas bien, mais est-ce qu'on n'aurait pas le droit à une petite pause clope? Et donc tu sors tes cigarettes. Alors, normalement tu devrais pas les avoir. Mais... Je sais que vous allez être déçus, mais j'ai réussi à garder mes clopes. Comment vous avez fait? Dans mon estomac, grâce à votre piqûre qui a neutralisé mes acides gastriques. Vos cigarettes! En quoi peuvent-elles vous aider? On ne sait jamais. Alors, encore une fois, on ne précisera pas exactement comment tu les as récupérées. Mais il s'avérera que c'était une très bonne idée. Parce que grâce à ces cigarettes, tu vas pouvoir détecter les rayons infrarouges. La technologie... On bat les couilles, hein. Ensuite, tu affronteras un mec dans un tank, tout en faisant attention à ne pas marcher sur les mines au sol. Ce qui sera aussi l'une des choses les plus normales que tu feras dans le jeu. Et juste le temps de passer dans un bâtiment rempli de bombes nucléaires dans lequel il ne faut surtout pas tirer, que tu te retrouves dans un couloir, à la fois sous tension et intoxiqué, dans lequel tu ne peux donc pas rester, parce que sinon tu vas mourir. Sauf que tu as besoin d'y être dans ce couloir, parce que tu dois guider un missile. Ce missile, tu dois le guider à travers plusieurs pièces. Des pièces dans lesquelles tu trouves des caméras qui ont des mitraillettes. Et tu dois passer tout ça pour pouvoir atteindre une console qui te permettra d'avancer dans ce même couloir, et donc de continuer ton chemin. Et là tu te dis, ils auraient pu choisir quand même. Soit de l'électricité, soit du gaz. Mais pourquoi les deux? Mais parce que t'es Snake en fait. Et là tu passes ce couloir, et t'arrives dans Resident Evil. En tout cas c'est l'impression que ça donne. Parce que déjà il y a des cadavres partout, et t'entends des cris au loin qui te donnent tout sauf envie d'y aller. Et c'est à ce moment-là que tu te dis que le jeu, il était bien. Et peut-être qu'il s'arrête maintenant. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais tu te souviens de cette scène? De ta mère à Micromania, qui te regarde dans les yeux et qui t'a fait confiance. Et surtout qui a payé 60 €. Du coup, on va peut-être la respecter. You're goddamn right. Et donc tu prends ton courage à deux mains et tu continues. Et là, le ninja revient. Évidemment. Tu te bats contre lui, à main nue bien sûr, parce que vrai bonhomme. Tu gagnes. Et un scientifique, caché dans un placard, t'explique encore des choses que tu comprends à moitié. Et là, contrairement aux autres, il ne meurt pas. Et ça fait plaisir. Non mais, ça fait quand même plaisir de te dire que tu peux parler avec quelqu'un, échanger sans que ce soit forcément la dernière conversation qu'il aura dans sa vie. Et puis à un autre moment, tu vas suivre des souris dans un conduit d'aération parce que t'inquiètes. Tu vas affronter un type qui lit littéralement dans tes pensées, tu prends un médicament pour te calmer, pour pouvoir bien viser, tu te fais capturer, tu te fais torturer, mais tu t'échappes. Tu découvres un robot bipède de 15 mètres de haut, et à la fin, le mec en face de toi, c'est ton frère. What the fuck is this? Et là tu sais même plus qui t'es. Mais ce que tu sais, et ça t'en es sûr, c'est qu'à aucun moment dans le jeu, t'as eu le temps de t'ennuyer. Et pourtant, même les meilleurs jeux du monde ont une mécanique. Et c'est normal, c'est même pas un défaut. N'importe quel jeu d'aventure peut se résumer à une formule dénigrante si tu veux être de mauvaise foi. C'est d'ailleurs un procédé qu'on utilise souvent pour dénigrer des trucs qu'on n'aime pas. Le foot c'est des millionnaires qui courent après un ballon. Death Stranding c'est Walking Simulator, tu fais que marcher. Ou encore ISO c'est blablabla, l'époque, blablabla c'était mieux avant. J'avoue c'est moi ça. Mais MGS, lui, il te laisse à peine comprendre son motif. Parce qu'il change tout le temps. Et il ne fait pas ça pour faire joli ou pour varier. Il fait ça parce qu'à chaque changement, le jeu parvient systématiquement à te surprendre. Il n'est jamais prévisible, et il peut à tout moment te sortir une idée, une rupture, un truc que t'avais pas vu venir. C'est tellement fort de faire ça. Parce que c'est loin d'être un jeu immense par la taille, et encore moins un monde ouvert. T'as pas de carte gigantesque, et t'as pas non plus énormément d'exploration. Et pourtant, le jeu est d'une densité folle. Chaque salle peut contenir une idée, chaque boss a ses propres règles, et chaque conversation peut déplacer ton rapport à ce que t'es en train de faire. Et le level design est vraiment intelligent. T'es dans une base militaire, mais t'es pas en train de traverser un pays avec des kilomètres à parcourir. T'as que quelques étages, des zones à verrouiller, des accès qui se débloquent au fur et à mesure, et le jeu trouve toujours une manière de te faire revenir au bon endroit sans que ça te donne l'impression de tourner en rond. Même si parfois il y a quelques allers-retours dont on se serait bien passé. Mais ça reste intuitif, rapide, mais surtout c'est quasiment tout le temps justifié. Alors oui, parfois la justification, elle est complètement absurde. Mais elle existe. Le jeu fait l'effort de te donner des raisons à ses blocages, à ses portes, à ses allers-retours. Et même quand c'est n'importe quoi, ça participe à son charme. Et la première fois que tu joues à ça sans vraiment rien savoir, c'est très difficile à oublier. Surtout quand le jeu décide de faire quelque chose que t'as jamais pu anticiper dans ta vie. Il te fait sortir de l'écran. Si on devait garder un seul moment dans tout Metal Gear Solid, ce serait sans aucun doute le combat contre Psycho Mantis. Dès que tu rentres dans la pièce, tu comprends que t'es là pour un moment spécial. Un type arrive, il a un masque à gaz, il flotte dans les airs et il te parle avec une voix de cauchemar.
tu te dis tout de suite que c'est pas un mec comme les autres. Mais bon, des mecs bizarres dans le jeu vidéo, on en a vu avant. C'est cool, mais ça suffit pas à rendre un boss iconique. Et c'est là qu'il commence à parler de toi. Non, je suis pas sûr que tu m'aies bien compris. Pas de Snake, de toi. Il commence à te parler de ta manière de jouer, de ce que t'as l'habitude de faire, des jeux auxquels t'as joué avant. Et plus il te parle, plus t'as l'impression qu'il sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. Pas ça, t'inquiète pas. Non, il te parle de ta carte mémoire. Pour ceux qui n'ont pas connu, la carte mémoire c'était un petit bout de plastique qu'on branchait dans notre PlayStation pour sauvegarder. Voilà. C'est fou, hein? Et bah maintenant imaginez comment on faisait quand ça n'existait pas. Ouais. Le jeu vidéo c'était mieux avant, mais des fois c'est bien aussi maintenant. Mais revenons-en à Psychomantis. Quand t'es enfant, et même peut-être quand t'es adulte, c'était tout simplement impossible à expliquer. J'avais vraiment l'impression que le jeu avait franchi les limites du possible. Ensuite le combat commence, j'essaye de le toucher, impossible. Il esquive tout. Et ce parce qu'il lit tes mouvements. Et la solution, elle est pas dans le jeu. Elle est devant toi. Il faut littéralement débrancher physiquement la manette de ton port 1 et la brancher dans le port 2. Alors oui, aujourd'hui, tout le monde connaît ce moment. C'est un moment culte du jeu vidéo, et je suis sûr que si tu tapes Psychomantis sur Google, tu auras la solution avant même d'avoir fini d'écrire son nom. Mais justement, c'est parce qu'à l'époque, le jeu te demandait de faire quelque chose qui était inimaginable. Il te demandait pas de trouver une clé, de changer d'arme ou de fouiller la pièce. Il te demandait littéralement de sortir du jeu. Il te demandait de regarder sur ta vraie console et de comprendre que la solution, elle pouvait être là, dans le monde réel. Il te demandait littéralement de changer ton rapport avec l'objet que t'avais dans les mains. Oui, je radote. Mais c'est tellement fou en fait, j'ai envie d'être sûr que t'es bien compris. Parce que le moment où tu comprends ça, de toute façon c'est simple. Moi je pense que 80% des détectives, des cryptologues et des développeurs de jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est juste des gens, il y a 30 ans, ils ont joué à Metal Gear Solid et ils ont eu une révélation à ce moment-là. Voilà, c'est ma take, vous en faites ce que vous voulez. Et le jeu se permet de refaire ça à d'autres moments. La fréquence radio de Meryl, elle est indiquée au dos de la boîte. La vraie boîte, celle de 60 € de Micromania. Est-ce que tu sais combien de temps il m'a fallu pour comprendre ça? Longtemps. Très longtemps. Je m'en souviens encore jusqu'à aujourd'hui. C'est pour te dire à quel point c'était longtemps. Et est-ce que ça m'a saoulé sur le moment? Évidemment. Mais est-ce que c'était pas pour autant du pur génie? Bien sûr que si. Et ce genre de moment aujourd'hui, c'est très difficile à refaire. Et c'est pas parce que les développeurs ont soudainement arrêté d'être créatifs. C'est simplement que notre manière de jouer a changé. Internet a tout rapproché. T'as des solutions à disposition avant même que le jeu soit sorti. Tu peux te faire spoiler de 10 000 façons différentes. T'as des vidéos à foison qui te parlent du jeu de toutes les manières possibles. Même des vidéos comme celle-ci. Je suis sûr que là, si jamais le fait de regarder cette vidéo te donne envie de rejouer au jeu, il y a forcément une partie de toi qui se demande « Est-ce que je devrais pas m'arrêter là pour pas me faire spoiler tout le contenu ?» Alors malheureusement, si c'est le cas, je suis désolé, mais je t'ai déjà bien spoilé. Mais en tout cas, je te comprends parce que c'est personnellement un sentiment que je ressens tout le temps. Après, encore aujourd'hui, tu peux toujours être surpris. Mais malheureusement, on va dire qu'il faut presque se protéger pour l'être. Alors qu'à l'époque, l'information circulait vraiment autrement. Elle passait par tes potes, par la cour de récré, par un grand frère, par quelqu'un qui te disait « T'as réussi toi à quitter le deuxième sous-sol là? Parce que je comprends pas, moi je suis là avec ma clé de niveau 2, alors qu'il y a que des portes de niveau 3, j'ai fait tout, j'ai regardé partout. » Et lui il disait « Mais non, mais c'est parce que tu dois faire un trou dans le mur, tu dois trouver un C4, le poser sur le mur et passer par là. Voilà, c'est évident, non ?» Et ouais, c'est à ça que ressemblaient nos conversations. Et on pouvait passer littéralement l'après-midi à parler d'une séquence qui aurait duré 20 minutes. Rendez-moi mon enfance, elle me manque, putain. Et je sais exactement à quoi je ressemble quand je parle comme ça. À un mec aigri. Nous avant, on découvrait les jeux pour de vrai. Pas comme vous là, avec vos internets et vos TikTok. Mais c'est pas du tout ce que je pense. Déjà parce que je passe beaucoup trop de temps sur TikTok. Mais surtout parce que je pense que dans 20 ans, ceux qui ont 12-13 ans aujourd'hui tiendront exactement le même discours sur leurs propres souvenirs. Parce que c'est tout simplement le résultat de ce que nous fait l'enfance. Elle prend un souvenir et elle en fait presque une vérité générale. Et d'ailleurs, en rejoignant au jeu, il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux. Alors je ne sais pas si c'est uniquement dû à la version française. Mais dans mes souvenirs, le jeu était beaucoup plus subtil que ça. Et à commencer par Snake. Parce que, ça me fait mal de le dire, mais la réalité c'est que c'est juste un gros bof. Et ce, jusqu'à dans sa voix. Elle est clichée de bout en bout. Et zut! Et il y a clairement des moments où tu sens que le jeu a été écrit à une autre époque. Et le meilleur exemple pour le démontrer, c'est Meryl. Y a quelque chose que tu aimes en moi, toi? Ouais, t'as un super derrière. Là, je pense qu'on a compris. Elle a une façon de tortiller son derrière. Non, en vrai, on n'avait pas encore bien compris. Elle a vraiment un joli derrière. Là, maintenant, on a compris, là. Là, c'est bon. Et si je parle de tout ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment pas pour clasher le jeu. Au contraire, c'est pour rappeler d'où il vient. Parce que dans mes souvenirs, encore une fois, Snake, c'était pas Rambo.
c'était plutôt une sorte de John Wick. Un mec froid et silencieux, qui pue la classe et qui contrôle tout. Et le scénario, c'était pas Rambo non plus. Ouais, désolé, j'ai pas d'autre ref. Mais c'est limite si dans mes souvenirs, c'est pas Inception. Tout ça pour dire que ce que j'ai gardé en mémoire, et ce que le jeu est réellement, c'est pas exactement la même chose. Mais c'est pas juste parce que j'étais enfant. Parce que si vous regardez les reviews de l'époque, les notes, le jeu a été plébiscité comme jamais. Et a raison. Et c'est pour ça que juger un jeu avec uniquement le regard d'aujourd'hui, c'est oublier ce qu'il a apporté. MGS a ses maladresses. Parfois c'est bof, parfois c'est beaucoup trop premier degré. Mais c'est aussi parce qu'il y a ce jeu-là, avec ses excès mais aussi avec ses idées complètement en avance, que d'autres jeux ont pu ensuite aller beaucoup plus loin. C'est grâce à lui, ou en tout cas à des jeux comme lui, qu'on se retrouve avec des Death Stranding ou des The Last of Us des années après. Je sais que le lien n'est pas toujours évident, mais je vous assure qu'il existe. Parce que tout ça, c'est un chemin. Et un chemin, forcément, ça prend du temps. On a tendance à regarder en arrière en se disant « Regarde comment c'était nul avant comparé à maintenant ». Mais quand on fait ça, on oublie qu'on se tient juste debout sur la dernière pierre d'un édifice qui a commencé à être construit bien avant. Et sans ces premières pierres, rien ne se construit. Donc je ne crois pas que c'était mieux avant. Mais c'était mon moment. Et MGS appartient à ce moment-là. Un moment où le jeu nous a pris par surprise. Pas seulement parce qu'il était passionnant, mais parce qu'on n'avait aucune idée qu'un jeu pouvait aller jusque-là. Et MGS ne s'est pas contenté de me surprendre. Parfois, il m'a mis face à moi-même. Vous l'aurez certainement compris à présent, dans Metal Gear Solid, il y a beaucoup de scènes qui m'ont marqué. Mais il y en a une qui m'a peut-être marqué un peu plus que les autres. Il s'agit de la scène de la torture. À un moment donné dans le jeu, tu te fais capturer. On t'attache à une machine et tu te retrouves en tête à tête avec ton grand ami Ocelot. Donc déjà là tu sais que ça va être long, bizarre et très probablement désagréable. Et c'est là que la torture commence. Le principe est simple, tu dois résister à la torture en martelant un bouton. Si tu tiens, tu continues, et si tu lâches, c'est game over. Mais le jeu te laisse aussi une troisième possibilité. Tu peux tout simplement céder à la torture et abandonner. Le jeu ne te dit pas exactement ce que ça implique, mais il te laisse cette porte de sortie. Et moi à l'époque, j'étais très content de la prendre, parce que mes doigts étaient tout simplement en train de mourir. Et je l'ai pas vécu comme une grande décision. J'étais pas en train de réfléchir aux conséquences, à la morale, au scénario ou à ce que Kojima essayait de me dire sur la guerre et la volonté humaine. J'ai juste abandonné. Mes doigts ont lâché. Ils ont lâché avant mon cerveau. Et c'est très précisément pour ça que cette scène m'a marqué. Parce qu'aujourd'hui, les QTE dans les jeux, c'est plus qu'anecdotique. Très souvent, c'est juste une cinématique que tu regardes et on te donne l'impression que tu participes. Mais en réalité, il y a très peu d'enjeux. Et il y a très peu de chances de rater. Mais pas ici. Là, il fallait vraiment spammer. Mais quand je te dis spammer, là je te parle d'un niveau de spamming, mon gars, que même dans Mario Party, tu spammes pas comme ça. Et on n'est pas dans une mise en scène incroyable avec des effets de partout qui t'en met plein les yeux pendant que tu spammes ton bouton. Il n'y a rien de tout ça. Juste un bouton, une pression, et dans mon cas, un abandon. Et ça reste. Ça reste parce que le jeu ne te demande pas juste de regarder Snake souffrir. Il te demande de tenir pour lui. Et plus tard, quand tu comprendras ce que ce moment a décidé, ça crée de la culpabilité. Parce que t'as pas seulement vu une scène, t'as participé à quelque chose, même en échouant. Et ça crée un regret énorme. Vraiment, je me souviens même avoir refait le jeu juste pour ça. Après, il se peut que je l'ai insulté un petit peu aussi, le jeu. Mais ça, c'est comme dans tous les jeux qui te disent « Attention, tes choix auront des conséquences ». J'en peux plus de cette phrase. Sauf que là, il faut bien être honnête, mes choix avaient vraiment des conséquences. Et pour le coup, c'était vraiment tes choix. Parce que contrairement à ces jeux, donc ces jeux à conséquences, souvent ce qui se passe, c'est que le jeu te propose de choisir entre différents choix, différents dialogues par exemple, et toi tu prends le choix qui te paraît le plus logique, et ensuite la conséquence, c'est pas exactement celle que t'avais imaginée. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Tu rages contre le jeu parce que tu estimes que ton choix était logique, et que donc ce qu'il décide lui, eh bien c'est de la merde. Mais ici il n'y avait pas de choix logique. Mais c'est juste un échec. J'ai juste abandonné parce que j'ai pas réussi. Voilà. Je me suis dit allez, on prend la porte de sortie facile, ça va pas changer grand chose. Et résultat, j'en ai amèrement payé les conséquences. Ouais. C'est quand même un jeu à part. Il y a des dialogues, des cinématiques, des grands discours, des révélations. Et pourtant, ces meilleurs moments, ils sont parfois très simples. Simples comme changer une manette de place, comme regarder derrière une boîte, ou encore comme appuyer frénétiquement sur un bouton. Et c'est exactement là que le jeu te piège. Parce qu'il ne te demande pas juste de comprendre une scène. Il te demande de faire un truc, toi, pour qu'elle se passe autrement. Et quand tu n'y arrives pas, ce n'est plus seulement l'échec de Snake. C'est aussi le tien. Metal Gear arrive à transformer un simple bouton, un bouton que tu spammes comme un débile, en vrai souvenir de joueur.
Pas un souvenir de cinématique, pas non plus un souvenir de twist scénaristique, mais un souvenir physique. Tu pensais juste lâcher un bouton, et en réalité, tu venais de perdre quelqu'un. Mais si MGS sait parfois faire preuve de simplicité, ce n'est pas vrai pour tout. Et certainement pas pour ses boss. Parce que les membres de Foxhounds auraient pu être traités comme des ennemis classiques. Des obstacles sur la route de Snake. Avec un nom stylé, une barre de vie, un combat marquant, et puis on passe à la suite. Mais dans MGS, ça ne se passe presque jamais comme ça. Revolver Ocelot. Un cow-boy sadique dans une base militaire avec un revolver, une moustache. Oui, une moustache. Je suis désolé, mais une moustache comme ça, c'est suspect. Surtout quand on a un grand manteau de mec chelou dans le métro. Sur le papier, c'est déjà un peu absurde. Mais dès qu'il arrive, tu comprends que l'absurde en réalité, ça fait partie du contrat. Ocelot est le premier vrai boss du jeu, mais c'est aussi le premier personnage qui vient fissurer l'idée d'une mission militaire sérieuse et carrée. Il ne cherche pas à gagner vite, mais à faire durer le plaisir. Il joue avec ses flingues, il joue avec toi, et il transforme le combat en numéro. Et là, tu comprends. Tu comprends que ce monde, il n'est pas juste dangereux, mais il est aussi tordu, parce qu'il est peuplé de tous ces personnages qui ont transformé la guerre soit en spectacle, soit en terrain de jeu. Grey Fox. Grey Fox, lui, arrive comme une rupture. T'es en plein combat contre Ocelot, et là une présence invisible traverse la pièce. Une lame frappe, le bras d'Ocelot tombe, et le combat s'arrête là, comme ça, comme si le jeu venait de perdre le contrôle de lui-même. Il ne se présente pas, il surgit, il casse la scène, et il disparaît. Et puis, il y a ce fameux couloir. Des corps partout, du sang, des soldats découpés avant même que t'arrives. Là, t'es plus dans un jeu d'infiltration. T'as plus peur d'être repéré, t'as juste peur tout court. Et c'est à ce moment-là que tu le vois. Une armure, une voix, une manière de bouger. Fais-moi sentir vivant! Tu te retrouves devant un homme transformé en arme. Mais c'est pas pour autant qu'il est totalement effacé. Snake le connaît, et toi tu comprends pas encore tout, mais tu sens qu'il y a un passé là-dedans. Grey Fox, c'est pas vraiment un ennemi. C'est plus un fantôme du passé. Une vieille blessure qui revient sous une forme monstrueuse. Et si t'as joué aux précédents Metal Gear Solid, ceux de tard l'époque, t'as un peu plus de contexte. Mais à ce moment-là, tu comprends pas trop. Donc au début, il te fait peur, après il te fascine, et quand tu comprends vraiment qui il est, alors il devient triste. Psycho Mantis. Lui, on en a déjà pas mal parlé, donc je vais essayer de pas trop m'éterniser. Mais c'est clairement le moment où le jeu casse le contrat. Jusque-là, t'affrontais des personnages dans le jeu, et avec lui, t'as l'impression que le jeu t'affronte toi. Et au-delà du génie de l'idée, il faut parler de la mise en scène. Embrasse-moi, Snake. Vite, fais-moi l'amour. Alors, ça en fait partie, oui, mais y a pas que ça. Déjà, la pièce, qui tranche clairement avec le reste de la base militaire, là où on est habitué à un décor froid et métallique, on arrive presque dans un bureau de salon qu'on pourrait trouver chez son grand-père, enfin chez mon grand-père en tout cas. Et puis il y a cette voix, cette dégaine. Les mots sont inutiles, Snake. Et même le combat en lui-même, même s'il n'est pas très difficile, mais il se joue pas dans tes mains, il se joue dans ta tête. Et ça, c'est stylé. Sniper. Ouh. Wolf. Avec elle, tout ralentit. Après le choc du couloir et la surprise Psychomantis, le jeu décide une nouvelle fois de changer de rythme. Cette fois, on n'est plus sur un choc frontal, mais dans l'attente. Et il va falloir faire preuve de patience. Elle t'observe de loin, elle choisit son moment, et elle tire. Et le jeu te force à entrer dans son tempo. Tu dois accepter la distance, stabiliser ton tir, et te calmer. Et derrière cette image de tireuse d'élite froide, le jeu, comme à son habitude, te laisse entrevoir quelque chose. Quand Otacon te parle d'elle, tu comprends très vite qu'il est sous son charme. Mais il te présente quand même une autre facette du personnage. Il te parle de son lien avec les chiens-loups, d'une part supposée plus douce, une part que tu n'associerais jamais au personnage que tu as rencontré jusque-là. Mais tout ça, ça ne suffit pas à l'innocenter. Parce que c'est elle qui a tiré sur Meryl. Elle reste dangereuse, et elle reste cette silhouette qui pourrait te manger tout cru. D'ailleurs, elle a l'air d'en avoir très envie. On se voit plus tard, beau mec. Et c'est cette contradiction qui fonctionne. Le jeu prend le temps de l'humaniser au moment même où tu dois la tuer. C'est exacerbé, c'est très Kojima, mais ça marche. Parce que quand elle tombe, tu ne ressens pas juste la satisfaction d'avoir gagné. Il reste un regret. Et ce regret-là, il revient souvent. Un peu comme si tous les ennemis que tu croisais sur ta route, c'était pas vraiment tes ennemis. C'était juste des gens qui étaient là, sur ton chemin,
mais qui au final, dans d'autres circonstances, n'aurait pas été si différent de toi. Après, il faut être honnête, c'est un peu le cas sur tous les boss et c'est un peu répétitif. Et puis les scènes ressemblent plus à des scènes de série B qu'à des scènes de films oscarisés. Mais je sais que c'est ma phrase préférée, mais à l'époque, à côté de ça, on était habitué à quoi ? On était habitué à sauver la même princesse qui se faisait kidnapper par le même gars depuis 10 ans dans le même château. Donc à côté de ça, on avait quand même de quoi se réjouir. Vulcan Raven. Je suis pas en train de devenir fou là, pas du tout, hein. Non. En vrai, lui, je le trouve un peu anecdotique. Je suis désolé si c'est votre préféré, mais c'est comme dans tous les grands albums. Il y a toujours un ou deux morceaux qu'on écoute moins. Il est pas mauvais, hein. Et je dirais même que dans n'importe quel autre jeu, il serait sûrement culte. Enfin culte. En tout cas, ce serait un bon boss, quoi. Mais à côté d'Ocelot, de Grey Fox, de Mantis, de Wolf, il reste plus comme une épreuve que comme une rencontre. C'est un combat, une ambiance, et puis on avance. Et puis, il y a aussi que, personnellement, je comprends rien à ce qu'il raconte. Mais bon, ça, peut-être que c'est moi. Mais malgré tout ça, il montre à quel point MGS soigne sa galerie de boss. Parce que même celui que je trouve le moins marquant, il a quand même une présence. Il a une identité, c'est pas juste le gros avec sa grosse arme. Bon, c'est quand même un peu le gros avec sa grosse arme en réalité. Mais c'est un guerrier immense avec des corbeaux et un petit côté chamanique, presque rituel. C'est pas mon morceau préféré de l'album, mais il est sur le disque. Liquid Snake. Après celui-là, c'est fini, t'inquiète. Évidemment, à la fin, il reste liquide. Ou liquide, comme ils disent dans la VF. Parce que le gars, en fait, c'est un verre d'eau. Et avec lui, MGS devient presque opéra. Tout est plus grand, plus bruyant, plus excessif. Il survit à l'hélicoptère, il survit à Metal Gear, il survit au combat final. Ah, sérieusement, qui survit à ça ? Et cet excès, c'est pas un hasard. Liquid est persuadé que sa vie a été écrite à sa place. Que son origine, ses gènes, ce qu'on a fait de lui avant même qu'il choisisse quoi que ce soit, tout ça a été décidé pour lui. Toute sa colère vient de là. Et c'est pour ça qu'il refuse de mourir. Il refuse de se taire, il doit forcer le monde à reconnaître l'injustice qu'il a construite. Et c'est aussi pour ça qu'il parle autant. Mais cette logorée fait partie du personnage. Et face à lui, Snake devient presque plus intéressant. Parce que Liquid, c'est un peu ce que Snake aurait pu être. Un frère né du même sang, mais qui a tiré la mauvaise carte. Un miroir déformé. Les boss de Metal Gear Solid sont mémorables. Ils sont pas tous subtils ni bien écrits, mais ils laissent tous une image. Et à côté de ces boss, il y a tous ceux qui accompagnent Snake. Alors ils sont plus discrets qu'un masque à gaz, qu'un revolver ou qu'une armure de ninja, mais leurs voix, à travers ce vieux codec, finissent elles aussi par s'installer. Tout d'abord, on a le colonel. Lui, c'est la mission. C'est la structure, c'est le cadre militaire. Il est là pour te rappeler pourquoi t'es là, même quand tout part dans tous les sens. Ensuite, il y a Mei Ling. Elle apporte autre chose. C'est une respiration. Elle a ses petits proverbes, son ton un peu plus doux, et surtout cette manière de transformer la sauvegarde en un moment presque rassurant. Snake, rappelez-vous ce qu'a dit De Gaulle. Les cimetières sont pleins d'hommes irremplaçables. Et dans un jeu aussi froid, ça compte. Ensuite, il y a Naomi. Au début, tu peux croire qu'elle t'aime bien. Si vous revenez entier, peut-être que je vous laisserai me fouiller jusqu'aux os. Ouais, j'y ai cru, moi. Et alors ? Qui êtes-vous pour me juger ? Mais très vite, quand même, tu te rends compte qu'il y a anguille sous roche. Elle n'est pas juste là pour t'aider. Derrière son petit air malicieux. Et c'est au tour de mon petit préféré, Otacon. Lui, il arrive comme une rupture de ton. Il est plus fragile, plus maladroit, plus humain. Et dans un monde rempli de soldats, et de monde qui ne parle que de tragédie nucléaire, lui, il donne l'impression d'être quelqu'un qui n'aurait jamais dû se retrouver là. Entre son amour pour Sniper Wolf et le fait qu'il soit littéralement ingénieur nucléaire parce qu'il aimait bien les mangas et les Gundam, comment tu veux ne pas l'aimer ? C'est un personnage haut en couleur qui me rappelle un peu le scientifique qu'on avait dans toutes les séries policières des années 2000. Un peu excentrique, un peu geek, mais toujours très sympa. Et puis évidemment, pour finir, il y a Meryl. Meryl, c'est peut-être le lien le plus direct avec Snake. Pas seulement parce qu'elle compte dans l'histoire, mais parce qu'à travers elle, Snake est obligé de sortir un peu de sa posture. Elle le rend moins mécanique, moins seulement soldat. Elle laisse entrevoir un autre homme. Un homme qui aime les... Et tous ces personnages ne prennent pas la place des boss dans la mémoire. Mais ils font autre chose. Ils remplissent le silence autour de Snake. Et c'est justement ce qui nous amène à lui. Pour être totalement franc avec vous, Snake n'est pas le personnage qui m'a le plus marqué dans Metal Gear Solid. Et je sais que c'est presque interdit de dire ça, mais c'est pas forcément une critique. Parce que le Snake du premier Metal Gear Solid, surtout quand il revient aujourd'hui, c'est quand même un personnage un peu étrange. J'ai des chiens de traîneau. Good for you, little man. Je l'ai déjà dit, mais j'en gardais un souvenir biaisé.
Pour moi, c'était le genre de héros qui ne panique jamais, qui répond avec 3 mots, qui fume sa clope au milieu d'une base nucléaire comme si tout était parfaitement normal. Et à l'époque, ça marchait à fond sur moi. Et il faut dire aussi que c'était l'époque dorée des films d'action dont j'étais archi fan. Les films avec Stallone, Schwarzenegger, Van Damme. Donc un mec en combinaison, qui parle comme un cliché militaire traumatisé, pour moi c'était clairement pas un problème. C'était même une qualité. Mais aujourd'hui, en rejoignant au jeu, c'est plus compliqué. Et surtout en VF, qui est considéré par beaucoup comme une version catastrophique. Et honnêtement, c'est difficile de leur donner tort. Il vient d'être arrêté pour divulgation d'informations top secret et pour crime de haute trahison. C'est quand même particulier de parler avec ce genre d'intonation. En plus, clairement, ils ne se sont pas foulés, car c'est clairement la même voix que Psychomantis. Tu oses douter de mes pouvoirs? Sérieusement, je pense que moi-même je pourrais faire le doublage, que vous ne verriez même pas la différence. Snake sonne vraiment comme une caricature de ces films des années 90. Et déjà ces films, sans même être parodiés, ils volaient déjà pas très haut. Et c'est pour ça que j'ai du mal à dire que Snake me touche profondément par sa personnalité. Je le trouve pas forcément vide ou raté, mais son meilleur silence, c'est celui qu'il garde. Parce que là où il devient vraiment fort, c'est ailleurs, dans ce qu'il fait et dans ce qu'on fait avec lui. Parce que MGS garde quelque chose de profondément jeu vidéo dans son rapport au héros. Snake n'est pas seulement un personnage que tu regardes, c'est un corps que tu habites. C'est un corps qui rampe dans des conduits, qui se plaque contre des murs, qui se cache sous un carton, qui vise mal quand toi tu paniques, et qui se fait repérer quand tu as bougé trop tôt. Et aussi, accessoirement, c'est un corps qui cède à la torture quand tes doigts lâchent. Et c'est dans ces moments-là que l'identification se crée. Pas parce que Snake a forcément les meilleurs dialogues du monde, mais parce que le jeu te met dans ses gestes, dans sa tension et dans son rythme. Dans cette seconde où tu attends qu'un garde tourne la tête, dans cette panique ridicule où tu appuies sur le mauvais bouton, dans ce moment où tu te caches, où tu retiens ton souffle, et où tu sais très bien que le plan de base, il était nul, mais où tu espères quand même que ça passe. Snake est charismatique, pas parce qu'il dit, mais parce qu'il traverse. Il l'est par son calme au milieu du chaos, par cette présence de soldats fatigués, presque mécaniques, qui continuent d'obéir à la mission alors que le jeu, lui, part complètement dans tous les sens. Et il faut aussi être juste avec le personnage, parce que Snake, il ne s'arrête pas à ce jeu-là. La figure de Snake, elle va évoluer bien au-delà du premier jeu, à mesure que la saga construira sa profondeur. Le Snake de 98, ce n'est pas toute la profondeur que Metal Gear finira par donner à son protagoniste. Mais dans ce premier jeu, pour moi, sa force et son potentiel sont déjà là. Simplement, elle n'est pas encore tout à fait aboutie. On la retrouve avant tout dans le gameplay finalement. Et dans un jeu, est-ce que c'est pas le plus important ? Pendant des heures, tu ne regardes pas seulement Snake infiltrer Shadow Moses. Tu avances avec lui. Et quelque part, c'est peut-être la forme de charisme la plus pure qu'un personnage de jeu vidéo puisse avoir. Ne pas seulement exister dans une scène, mais exister dans tes mains. J'ai fini le jeu plusieurs fois. La première fois, je serais incapable de vous dire combien de temps ça m'a pris. Dans mon souvenir, c'était immense. Une base entière, des boss, des twists, des moments de stress, des moments absurdes aussi. J'avais l'impression d'avoir vécu 100 histoires différentes. Et puis j'étais petit, donc je pouvais être bloqué, ne pas trouver la solution. Il n'y avait pas internet, tout ça, bon, vous connaissez la chanson. Mais mine de rien, ça peut rajouter de la durée de vie, parce que tu peux rester au même endroit pendant très longtemps. Et plus tard, je l'ai refait. Et là, dans mes souvenirs, je crois bien l'avoir terminé dans un week-end. Et donc là, je viens de le refaire pour la 3e fois, et ça m'a pris environ 6 heures. 6 heures. Pour comparer, quand j'ai refait Ocarina of Time, pour ma précédente vidéo, ça m'a pris environ 15-16 heures, en avançant à mon rythme et sans faire trop de quêtes annexes. MGS, lui, une fois que tu connais les réponses, que tu sais où aller, ça peut se plier très vite. Ouais, donc en fait, c'est pas un si grand jeu que ça, si tu peux le boucler en une après-midi. Si tu penses ça, laisse-moi te dire en toute amitié, une amitié sincère, bienveillante même, et avec tout le respect, que je pense que tu n'as rien compris. Parce que la grandeur d'un jeu, ce n'est pas sa durée, c'est ce qu'il arrive à concentrer dans cette durée. Et MGS concentre énormément. Il ne te donne pas un grand espace, il te donne une succession d'idées. Et il ne te donne pas non plus 100 heures, mais il te donne des heures dont tu te souviens. Et si tu le fais sans rien savoir du jeu, vierge de tout spoil, c'est vraiment une expérience unique. Parce que quand tu sais déjà pour Psychomantis, c'est plus pareil. Et quand tu sais déjà pour la fréquence au dos de la boîte, c'est plus pareil. Quand tu connais les boss, les révélations, les pièges, les détours, c'est plus... Ça va, on a compris. Ouais, mais c'est plus pareil quand même. Et je dis pas qu'il y a une seule et unique façon de jouer. Et d'ailleurs ça vaut pour tous les jeux. Si tu veux foncer, fonce. Si tu veux jouer en mode facile, joue en mode facile. Et si tu veux regarder une soluce pour jouer, fais-toi plaisir.
J'ai toujours détesté les gens qui veulent imposer leur façon de comment on doit jouer à un jeu, sans quoi on serait pas un vrai gamer. Ceux qui te disent des trucs du genre « Si t'as pas fait le boss optionnel du dernier chapitre et que pendant la 3e phase tu l'as pas battu à main nue avec les yeux bandés, et ben en vrai t'as pas vraiment fini le jeu. » Tout ce que je dis, c'est que le choc initial, lui, il est forcément unique. En tout cas, tel que je l'ai vécu. Et c'est pas grave. C'est même normal. Tous les jeux ne sont pas faits pour être éternellement rejoués comme la première fois. Certains sont plutôt là pour laisser une trace. Ils sont là pour créer un moment. Et pour que tu te dises des années plus tard, je me souviens parfaitement de ce moment-là. Bref, je suis pas là pour imposer ma vision. Mais je préfère sincèrement un jeu de 5 heures qui me reste toute ma vie à un jeu de 100 heures qui m'en a fait perdre 50. Et MGS, pour moi, c'est exactement ça. Un jeu court, mais dense, avec une suite de scènes, de gestes, de surprises qui ont pris une place démesurée dans ma mémoire. Et c'est là que je reviens à Zelda. Parce que sur le papier, MGS et Ocarina n'ont presque rien en commun. Mais dans ma vie de joueur, ils se répondent. Après ma vidéo sur Zelda, j'ai eu un doute. Je me suis demandé si j'allais réussir à parler d'autres jeux avec autant d'envie. Parce que j'ai quand même commencé avec celui qui m'a le plus marqué. Et donc j'ai commencé à avoir cette peur un peu absurde, qui m'a fait me demander si je venais pas juste d'utiliser ma plus grosse cartouche. Mais Metal Gear Solid m'a rappelé quelque chose d'important. Il m'a rappelé que le jeu vidéo est rempli de jeux de ce calibre. Des jeux qui, chacun à leur manière, ouvrent une porte. Ocarina of Time m'a donné l'impression qu'un monde pouvait devenir plus grand que l'écran, et Metal Gear Solid m'a montré qu'un jeu pouvait carrément en sortir. Et qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte qu'une passion, ça ne tient jamais à une seule œuvre. Ça commence quelque part, puis ensuite ça change de forme. Et il y en a plein des jeux comme ça. D'autres monuments, d'autres évidences. Des jeux qui arrivent à une époque, avec leur voix, avec leur manière de te marquer. Et Metal Gear Solid en fait partie. C'est un jeu que je croyais connaître. Un classique évident, presque figé dans son statut. Et en y revenant, je me suis souvenu de pourquoi il était immense. Et je crois qu'au fond, c'est de ça dont j'aime parler. Des jeux qui restent. Parfois, c'est un chef-d'œuvre reconnu par tout le monde. Parfois, c'est un jeu obscur que personne ne connaît. Et peu importe, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils laissent derrière eux. Une période, un endroit, une musique, une sensation. Et Metal Gear Solid a clairement sa place dans cette liste. C'est un jeu court à vivre, mais impossible à oublier.